Les pistes définitivement brouillées, il ne reste plus à l'argent qu'à réapparaître au grand jour, si possible sous la façade la plus honorable. Capitale mondiale de la finance, Londres est cette façade la plus honorable. Pour autant, le but n'est pas que l'argent reste à Malte, Gibraltar ou Chypre. Ce ne sont pas des grands centres financiers. L'idée est que l'argent arrive à Londres. Une fois là, il sera à peu près définitivement à l'abri des investigations. Il aura même l'apparence de l'argent propre. Et à partir de là, l'argent peut repartir de Londres pour s'investir n'importe où dans le monde sans fiscalité ou presque. It's all in vain, but inspiration is uplifts the nation, purification, it invites the nation to find salvation, to the generation to be what they want to be, find themselves never too late, they operate so great, you see. Peace. Pour que la mécanique des paradis fiscaux, imparable dans son principe, fonctionne pleinement, il reste un dernier palier à franchir, l'ultime palier. Londres aurait-elle pu devenir ce qu'elle est devenue sans le secret, les astuces fiscales, tout ce qui concourt à faire de Londres un paradis fiscal? À mon avis, absolument pas. Cela a même été le principal argument de vente de Londres. Cet argument de vente ne vient pas du ciel. Il a été créé dans la plus grande discrétion, avec minutie, au prix d'une intense pression de la City elle-même et avec la bénédiction du pouvoir politique à Westminster. Dans sa longue histoire, la City a toujours refusé de renoncer à un pouce de sa souveraineté, de ses prérogatives chèrement acquises. Elle dispose, il est vrai, d'un pouvoir d'influence aussi efficace que surprenant. Le Premier ministre vient parler chaque année à la Guildhall. Le ministre des Finances fait chaque année un discours à Mansion House, la résidence du Lord Mayor. Mais la City of London Corporation offre plus intéressant encore. Elle traduit physiquement la façon dont le capitalisme représente ses intérêts. Tout à fait curieusement, ils ont même un représentant non élu qui siège au sein même du Parlement britannique. Une fonction très ancienne, celle du Remembrancer. Le Remembrancer est apparu, je crois, vers 1520. Son rôle était de défendre les intérêts de la City directement au Parlement. Le Remembrancer siège aux côtés du président de la Chambre des communes. C'est le seul lobbyiste à pouvoir siéger aux communes. C'est tout à fait étonnant. Il peut entrer dans la Chambre et briefer les députés en séance. Le Remembrancer veille à ce que le Parlement ne remette pas en cause les droits historiques, les privilèges patrimoniaux de la City. Le Remembrancer a également un accès direct au ministre, tenu de lui répondre dans les 24 heures quand il appelle. Le nom du Remembrancer actuel est Mr. Double, ce qui ajoute à la beauté des choses. C'est tout à la fois un homme absolument charmant et un lobbyiste tout à fait redoutable. Et le boulot de Mr. Double, comme Remembrancer, est de rappeler à chacun au Parlement où réside le vrai pouvoir. L'ancien Premier ministre Harold Wilson a eu jadis une altercation célèbre avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Après une longue et frustrante passe d'armes sur la politique économique, Harold Wilson s'est tourné vers le gouverneur et lui a demandé « Qui dirige ce pays, vous ou moi ?» Nous savons maintenant. C'est la City of London qui dirige la Grande-Bretagne. My Lord Mayor, my late Lord Mayor, Your Grace, my Lord Chancellor, Your Excellencies, my Lords, Aldermen, Sheriffs, Chief Commoner, ladies and gentlemen. La première priorité du Parti travailliste, avec Tony Blair et surtout Gordon Brown,
fut d'accepter la suprématie du capital financier, de laisser la croissance économique intégralement aux mains de la City. Le Parti travailliste a laissé la City libre de ses appétits. On comptait sur l'argent de la City pour financer la politique intérieure et extérieure du pays. C'était l'époque de la régulation light. La régulation light a eu vite fait de rimer avec plus de régulation du tout. Mais les travaillistes pouvaient au moins se targuer d'avoir de l'argent pour investir dans les écoles et les hôpitaux. Gordon Brown a donc fait alliance avec la City, en oubliant que le capital financier est une amende très volage. Et je pense qu'il s'est fait baiser. Au tout début de la décennie 2000, le gouvernement britannique a été jusqu'à vendre les bâtiments des centres des impôts. Autrement dit, son propre parc immobilier à une compagnie privée basée dans un paradis fiscal. De ce fait, l'argent déboursé en loyer par l'État pour chacun des bâtiments des impôts, aux quatre coins du pays, aboutit aujourd'hui dans des comptes privés dans un paradis fiscal. C'est tout simplement fou. Fin 2007, la City est la première place européenne à être atteinte par la crise financière qui secoue depuis quelques mois les États-Unis. Les principales banques du pays sont au bord de la faillite. In an age when computers in our pockets can tell us everything from Grandma's phone number to the complete works of Shakespeare, no one can explain what happened on Wall Street Thursday when stocks plummeted nearly 1,000 points in less than an hour. And on a day like Thursday, seriously destabilizing the market. The Dow plummeted nearly 23%, its largest one-day drop ever. Quand la finance s'est écroulée en 2008, Gordon Brown a été confronté à son sort. Sauver non pas l'économie, mais la City. Il a pensé que le destin du Parti travailliste était de sauver la finance internationale et la prééminence de la City of London. Mais je ne crois pas qu'il ait réellement compris la nuance entre le destin et le sort. Au bout du compte, la City a fait et défait la carrière de Gordon Brown. Et l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Ces 20 dernières années, le discours des néolibéraux est de dire que rien de cela n'est grave. L'argent tourne quand même et c'est génial. La globalisation, ça marche. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'argent n'est pas utilisé dans une optique réellement entrepreneuriale. En vérité, cet argent ne fait que semer la ruine sur les marchés. En gros, cet argent est là pour être brassé rapidement, pour maximiser les gains en capitaux via les investissements en patrimoine ou la spéculation internationale. On le sait car aujourd'hui, en 2011, on voit des sociétés en Europe et en Amérique détenir des réserves records de liquidités simplement parce qu'elles ne savent plus où placer leur argent. Au Royaume-Uni, la finance est soumise à des contraintes légales et réglementaires rigoureuses, similaires à ce que l'on observe ailleurs en Europe. Mais contrôler des circuits financiers offshore, donc opaques, rend de fait la tâche des autorités infiniment complexe. L'ampleur phénoménale des volumes brassés achève de rendre la tâche impossible. Les gens qui régulent notre économie sont souvent sous-informés, sous-payés. Les meilleurs d'entre eux sont par ailleurs sous la pression du secteur privé qui souhaite les embaucher. C'est une situation à la fois lamentable, tragique et douloureuse. À partir d'un certain niveau de compétence,
Vous pouvez parier votre dernière chemise qu'ils s'en iront pour le privé. Et bien sûr, quand ils rejoignent le privé, ce n'est pas seulement leur matière grise qu'ils emmènent avec eux. Ils apportent aussi leur connaissance du secteur public et de ses dispositifs antifraude, ce qui permet au secteur privé de connaître les failles de la loi, de savoir contourner les investigations de l'État. Et du coup, le gendarme boursier est perpétuellement sur le mauvais pied. La crise financière de 2008-2009 fut une occasion manquée historique de réformer la finance internationale. Passé le temps du remords et de la contrition apparente, la City s'est remise peu à peu à ses bonnes vieilles habitudes. Survivre à la crise, sans avoir eu à renoncer ni au secret bancaire ni à la fuite devant l'impôt, est une performance de premier ordre. You will understand, Mr. Diamond, that there's obviously, I mean, if you look at the facts I've just presented, that would suggest that your bank is engaged on tax avoidance on a grand scale, would it not? I can assure you Barclays is not evading taxes. And if I can assure you that it is our obligation... Sorry, that wasn't the question I asked. I said avoidance. I was very careful not to use the word evasion, Mr. Diamond. Well, I don't know what I think tax evasion is a very clear phrase, and it's a space we would never go to. And I didn't use the word. And I chose the word tax efficiency, which is our obligation, and it's something that is in line with government policy. But your efficiency may be our avoidance. Can I just perhaps finish by asking... I don't think that's the case. You don't think that's the... 150 milliards d'euros de pertes fiscales chaque année du fait de l'évasion fiscale et de la fuite devant l'impôt, c'est absolument colossal. Si le peuple britannique prenait la pleine mesure de ce qui se passe, s'il savait qu'il pourrait bénéficier non seulement de meilleurs services publics, mais en plus de baisses d'impôts, je crois qu'il serait plus présent dans les rues aujourd'hui. Pas de si, pas de mais, non à l'austérité. Pas de si, pas de mais, non à l'austérité. Payez vos impôts. Payez vos impôts. Payez vos impôts. Dans quelques minutes, des activistes, pas seulement ici, sur Oxford Street, mais un peu partout dans le pays, vont commencer des actions directes contre le propriétaire de Topshop. Le propriétaire de Topshop est le milliardaire Sir Philip Green. Il a été anobli par le gouvernement britannique pour services rendus à l'économie. C'est aussi un champion de la fuite devant l'impôt. Il fait cela de façon spectaculaire. Il se verse ses dividendes non pas à lui-même, mais à sa femme. Soit 1,5 milliard d'euros. Et l'astuce est que sa femme n'est pas imposable ici, car elle vit à Monaco. Payez vos impôts. Payez vos impôts. Payez vos impôts. Ce qui a particulièrement enragé les Britanniques est que le gouvernement ait nommé quelqu'un comme Philip Green pour le conseiller sur ses plans d'austérité. On voit dans quel mépris ce gouvernement tient le pays quand il ose faire appel à un individu de ce genre pour l'aider dans ses plans d'austérité budgétaire. Nous, citoyens du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, demandons la restitution de ce qui est nôtre, sous la forme de redressements fiscaux. Philip Green, payez vos impôts ici. Le gouvernement nous mange. Nous n'avons pas à payer pour les coupes budgétaires. Si les banques s'acquittaient de leurs impôts, les étudiants pourraient aller à l'université. C'est un mensonge qu'on nous raconte. C'est votre argent, c'est l'argent du postier, du vendeur du magasin, c'est l'argent des flics.